Et si la France avait évité la guerre d'Indochine? On a tous déjà entendu cette question, mais aujourd'hui on va essayer de la prendre vraiment au sérieux. Oui, en remontant à un moment très précis, à un carrefour où tout aurait pu basculer. Imaginez la scène. On est le 23 novembre 1946, dans le port de Haiphong, au nord du Vietnam. Un ultimatum français vient d'expirer, et là, un croiseur, le Suffren, ouvre le feu sur la ville. C'est un bombardement terrible sur les quartiers vietnamiens. Le bilan, d'après les historiens, est effroyable. On parle de près de 6000 morts, principalement des civils. C'est cet événement qui est considéré comme l'étincelle. Le point de non-retour qui nous fait plonger dans 30 ans de guerre. C'est une scène qui donne le vertige parce que toute notre analyse repose sur une idée simple. Un seul contre-ordre, un seul télégramme de Paris aurait pu tout changer. C'est cette réaction en chaîne qu'on va explorer aujourd'hui. D'abord, on va identifier ce point de bascule, ce moment en 1946 où la paix était encore possible. Ensuite, on verra les conséquences en cascade pour le Vietnam, mais aussi pour une France qui aurait été profondément différente. Et enfin, on suivra l'onde de choc mondiale. Et ça nous mène à une conclusion spectaculaire. Sans cette guerre française, la grande et tragique guerre du Vietnam américaine n'aurait probablement jamais eu lieu. C'est une promesse énorme. Alors, pour comprendre comment on a pu en arriver à ce bombardement, il faut d'abord planter le décor. La France de 1946. C'est un pays qui sort à peine du cauchemar de la Seconde Guerre mondiale. Traumatisé par la défaite de 1940, Mais pourquoi cette obsession de s'accrocher à l'Empire à ce moment précis? On a tout à reconstruire à la maison? C'est la question clé. L'obsession vient justement du traumatisme. Pour une partie des élites, l'Empire, c'est la dernière preuve que la France est encore une grande puissance. perdre l'Indochine, ce serait une nouvelle humiliation. Exactement, une amputation. Et politiquement, il faut être clair, le pouvoir à Paris est incroyablement fragile. C'est le tripartisme. Communistes, socialistes et démocrates chrétiens. Ils sont d'accord pour reconstruire, mais sur la question coloniale, ils sont en total désaccord. C'est un navire sans capitaine. Et dans ce vide, deux visions s'affrontent sur le terrain, en Indochine même. Tout à fait. D'un côté, il y a ceux qu'on pourrait appeler les pragmatiques. Des hommes comme le général Leclerc. Oui, Leclerc ou le diplomate Jean Saintenay. Eux, ils ont vu la force du nationalisme vietnamien de Ho Chi Minh. Ils savent qu'on ne gouvernera plus comme avant. Ce sont eux qui négocient les fameux accords du 6 mars 1946. Et ces accords sont révolutionnaires pour l'époque. La France reconnaît le Vietnam comme un État libre au sein de l'Union française. C'est un compromis, une porte de sortie honorable. Et en face d'eux, il y a les faucons. Incarné par un personnage assez hors norme, l'amiral Thierry d'Argentlieu, le haut-commissaire. Un ancien moine devenu amiral, c'est ça? Oui, un homme de conviction absolue. Pour lui, ces accords, c'est une capitulation. Il parle d'un Munich indo-chinois. Il ne fait aucune confiance à Ho Chi Minh. Aucune. Il est persuadé que c'est un communiste qui ne respectera jamais sa parole. Alors, il va méthodiquement saboter tout le processus de paix. Et son coup de force, c'est de proclamer la République de Cochinchine. Exactement, le 1er juin 1946. C'est un acte unilatéral qui coupe le sud riche du Vietnam du reste du pays. Attendez, il fait ça tout seul, sans l'aval de Paris? Et le gouvernement laisse faire? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est précisément le nœud du drame. Il met Paris devant le fait accompli. Et le gouvernement, paralysé par ses divisions, ne le désavoue pas. D'accord. Il enterre la possibilité d'un référendum sur l'unité du pays, ce qui était au cœur des accords. La conférence de Fontainebleau, à l'été 46, devient un dialogue de sourds. Ho Chi Minh est à Paris, mais il comprend qu'il a été joué. Voilà. Et comme le dit l'historien Jacques Dallos, cette faiblesse du pouvoir central a laissé le champ libre à ses proconsuls sur place, qui avaient déjà décidé que la guerre était la seule solution. Le bombardement de Haiphong n'est que la conclusion logique de ce sabotage. Malheureusement, oui. C'est fou de penser que tout tenait à ça. Mais alors, Imaginons qu'ils aient eu ce courage. Qu'un Léon Blum, qui arrive au pouvoir juste après, ait tapé du poing sur la table. Ce n'est même pas un acte de courage surhumain, c'est juste du réalisme. La France sort exsangue de la guerre, elle n'a absolument pas les moyens d'un conflit colonial majeur. D'accord? Dans notre scénario alternatif, le gouvernement fait ce calcul, simple. Première décision, tac. On désavoue et on rappelle immédiatement l'amiral d'Argentlieu pour insubordination. Ça, c'est le signal politique fort. Très fort. Ensuite, un ordre clair est envoyé à Haiphong pour désamorcer la crise. Et surtout, Paris s'engage publiquement à organiser le référendum en Cochinchine, comme promis. La confiance est restaurée. D'accord. Alors, quelles sont les premières conséquences de ce virage à 190 degrés? Pour le Vietnam d'abord. Eh bien, le référendum a lieu au printemps 1947.
Et, sans surprise, la Cochinchine vote massivement pour son rattachement. Le Vietnam est unifié. Et en paix. Ho Chi Minh atteint ses objectifs par la diplomatie. Exactement. Et ça, c'est crucial. Ça renforce l'aile politique de son mouvement face aux partisans de la lutte armée, comme le général Giap. Le Vietnam devient cet État libre au sein de l'Union française. Une sorte de dominion, un partenaire. C'est l'idée. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire que Ho Chi Minh, qui est quand même un communiste, formé à Moscou, se serait contenté de ce statut? C'est une excellente question. Il est certain qu'à terme, son but était l'indépendance totale. Mais en 1946, il est avant tout un nationaliste pragmatique. Il a besoin de la France. Il sait que son pays a besoin de cadres, d'ingénieurs, de capitaux. Et il a aussi besoin d'un protecteur face à son grand voisin, la Chine, dont il se méfie énormément. D'accord, il aurait pu jouer la carte de la coopération pendant un temps. Pendant des années, sans doute, ce scénario lui donnait l'essentiel sans une guerre dévastatrice. Alors, le Vietnam s'engage sur une voie pacifique. Et la France? Qu'est-ce qu'elle gagne à ne pas faire cette guerre? Elle gagne tout. D'abord, sur le plan économique. L'historien Hugues Tertrais a fait le calcul. La guerre d'Indochine a coûté environ 3 000 milliards de francs de l'époque. 3 000 milliards? C'est une somme colossale. Certaines années, ça représentait jusqu'à 15% du budget de l'État. 15% pour un pays en pleine reconstruction. C'est de la folie. Cet argent aurait pu aller dans les usines, les logements, la sécu. Exactement. C'est un effort de guerre qui a saigné le pays. Et politiquement, l'impact est encore plus profond. Sans ce débat empoisonné sur l'Indochine, qui a fait tomber des gouvernements en série, La 4e République aurait été beaucoup plus stable. oui, ce régime tant décrié aurait eu une chance de fonctionner. Et si la 4e République est stable, alors la crise de 1958, le retour de Gaulle, la 5e République, ce n'est plus une fatalité. C'est toute notre architecture politique qui est différente. C'est ça. On voit bien l'effet domino en France. Mais vous avez mentionné un autre point, peut-être encore plus important, l'impact sur le reste de la décolonisation. Je pense évidemment à l'Algérie. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu simple de penser qu'une paix en Indochine aurait calmé les choses là-bas? Le cas algérien était quand même très différent, non? Vous avez raison, ce n'est pas simple, et ça n'aurait pas été magique. Une crise grave en Algérie était sans doute inévitable. Mais ce qui aurait changé, c'est la mentalité de l'armée. Ah oui. Dans la réalité, la défaite de Dien Bien Phu en 1954 est un traumatisme absolu pour l'armée. Elles se sont trahies par les politiques. Exactement. Et elle aborde l'insurrection algérienne qui commence 6 mois plus tard, avec une culture de la revanche, du jusqu'au-boutisme. C'est ça qui va mener à la torture, à la sédition. Alors que dans notre scénario, pas de Dien Bien Phu, pas d'humiliation. Au contraire, l'armée apprend en Indochine une leçon radicalement différente, celle d'une décolonisation politique réussie. Elle apprend qu'une solution négociée peut préserver les intérêts essentiels. La réaction aux événements de 54 en Algérie n'aurait pas été la même. La réponse n'aurait pas été ce tout répressif immédiat. On aurait sans doute cherché une troisième voie, donner plus de chance aux modérés des deux camps. On aurait pu éviter cette tragédie de 8 ans. Peut-être pas l'éviter, mais au moins en réduire l'ampleur. On a déjà redessiné la France et le Vietnam. Mais l'onde de choc la plus spectaculaire, elle se situe à l'échelle mondiale. C'est le troisième acte et c'est le plus vertigineux. Si la France fait la paix en 1946, la guerre du Vietnam menée par les Américains n'a tout simplement pas lieu. La chaîne de causalité est directe. Direct. Expliquez-nous ça. Parce qu'on pourrait penser que les Américains s'y seraient impliqués de toute façon. C'était le début de la guerre froide, la théorie des dominos. C'est vrai. Mais ils s'y sont impliqués parce que la France y faisait la guerre. Au départ, Washington était plutôt hostile au vieux colonialisme français. D'accord. Mais avec la montée du communisme en chaîne, ils ont fini par soutenir la France à bout de bras pour endiguer l'avancée rouge. Quand la France est vaincue en 1954, ils ont le sentiment qu'ils doivent prendre le relais. Ils héritent d'une situation de guerre. Exactement. Alors que dans notre scénario, il n'y a pas de guerre à hériter. En 1954, Washington aurait trouvé un Vietnam unifié, indépendant depuis 8 ans. Un fait accompli. Certes, communiste. Communiste, mais qui aurait obtenu son indépendance en négociant avec l'Occident. Il aurait pu devenir une sorte de Yougoslavie de l'Asie, non alignée. C'est fascinant. N'oublions pas qu'Ho Chi Minh citait la déclaration d'indépendance américaine en 1946. Tout à fait. Il n'était pas encore un féodé à Moscou. Un monde sans la guerre du Vietnam. C'est presque impossible à se représenter. L'impact sur la société américaine elle-même aurait été gigantesque. Totalement. Pensez au grand programme de réforme sociale du président Johnson, la Great Society. Sacrifié sur l'autel de la guerre. Voilà.
Sans le Vietnam, ces milliards auraient pu transformer l'Amérique. Et culturellement, c'est un séisme. Plus de contre-culture des années 60, ou du moins, elle n'aurait pas eu le même catalyseur politique. Les manifs, la musique. Bob Dylan, Creedence, les films qui nous ont hantés, d'Apocalypse Now à Platoon. Tout ce pan de notre imaginaire collectif n'existe pas. Et plus profondément encore, la relation de confiance entre le peuple américain et son gouvernement. C'est la guerre du Vietnam qui a créé ce credibility gap, ce fossé de crédibilité à cause des mensonges répétés. Cette méfiance, elle est évitée. Et pour les voisins du Vietnam, le Laos, le Cambodge. Alors là, les conséquences sont encore plus directes et tragiques. Le Laos et le Cambodge ne sont pas aspirés dans l'engrenage. Ce qui nous amène au point le plus terrible. Dans la réalité, pour couper les lignes de ravitaillement nord-vietnamiennes, l'administration Nixon a mené une campagne de bombardement secret et massif sur le Cambodge, un pays neutre. Plus de bombes que sur le Japon pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, ce chaos a complètement déstabilisé le pays et a été le principal facteur qui a permis la montée en puissance d'un petit groupe d'extrémistes, jusqu'alors marginaux, les Khmers rouges. Je dois avouer que je n'avais jamais fait ce lien aussi directement. L'idée que la décision d'un amiral français en 1946 soit, au bout d'une longue chaîne de dominos, une des causes du génocide cambodgien, c'est écrasant. Sans la guerre du Vietnam, pas de bombardement américain au Cambodge. Sans ce chaos, il est quasiment certain que le régime génocidaire de Pol Pot, responsable de la mort de près de 2 millions de personnes, n'aurait jamais pu prendre le pouvoir. C'est Abyssal. le silence des canons français en 1946 aurait pu épargner les chants de la mort des années 70. Parfois, l'histoire tient vraiment à un fil. Si on résume cette chaîne de conséquences, un choix politique pragmatique à Paris en 1946 aurait pu non seulement éviter 30 ans de guerre, mais aussi stabiliser la France, changer le cours de la décolonisation et empêcher une guerre qui a traumatisé l'Amérique et un génocide qui a anéanti le Cambodge. C'est ce qui nous ramène à la question fondamentale. Est-ce que cette guerre était une fatalité historique, le produit inévitable de la logique coloniale de la guerre froide? Ou bien est-ce que c'est le résultat d'un choix humain? Le choix de quelques hommes à Saigon et à Paris qui ont fait passer l'orgueil, l'aveuglement avant le réalisme. Le système ou les individus? C'est toute la question. Une question qu'on doit laisser en suspens. Ce que cette exploration montre, c'est que l'histoire n'est pas un chemin tout tracé. C'est une succession de carrefours où les décisions humaines pèsent d'un poids terrifiant. Tout à fait. Et parfois, le silence d'un canon qui ne tire pas est bien plus lourd de conséquences que son fracas.